Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au BBA de l'EDEC. Alors, pour nous parler du BBA de l'EDEC, nous recevons ce soir Frédéric Beaumont, qui est directeur du BBA EDEC, mais sur le campus de Lille. Alors, Frédéric, merci d'être présent sur ce live et de répondre aux questions qu'ont déjà posées les internautes. Première question, mais celle à laquelle vous vous attendez certainement, c'est que nous vous connaissions parfaitement sous le nom d'ESPEM, marque très connue, et puis vous êtes devenu BBA EDEC. Alors concrètement, ça a changé quoi et pourquoi vous avez changé ? Bonsoir. Pourquoi on a changé? D'abord parce que c'est une volonté de l'EDEC de mettre tout son portefeuille de programmes. L'EDEC a 20 programmes différents sous la même marque. Donc l'EDEC l'a fait pour ses MSI, l'a fait pour son MBS, sa formation exécutive. Il restait le programme post-bac et ça a été la première des raisons. Qu'est-ce que ça change? Ça change, je crois, beaucoup de choses. Sur le fond, l'idée pour nous, en mettant en place le BBA EDEC, ça a été de transformer le programme en faisant un top master track, c'est-à-dire permettre à nos étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études de poursuivre vers le meilleur et donc de rehausser nos ambitions sur la préparation. Et pour la partie de nos étudiants qui veulent poursuivre travailler, les emmener sur des spécialisations plus pointues, plus efficaces, plus opérationnelles, sur des métiers plus porteurs. Alors, on reviendra au cours de notre discussion sur les spécialisations que propose le BBA de l'EDEC. Parmi les questions qui ont été posées avant le live, plusieurs ont trait finalement à votre format qui est un peu spécifique. D'une part parce qu'il est en 4 ans, ce qui n'est pas le format habituel soit du bachelor, soit du master. Et puis parce que vous portez finalement ce nom de BBA qui n'est pas exactement le nom aussi de bachelor. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond ce positionnement en 4 ans? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? L'EDEC a des références internationales. Et ces références internationales pour le bachelor, c'est la plupart du temps, dans les meilleurs pays, les grands pays industrialisés, des bachelors en 4 ans. 4 ans, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir à la fois développer une formation académique solide, développer une formation internationale solide et développer un temps en entreprise important d'expérimentation, de prolongement de son projet professionnel. Et donc, ces 3 piliers demandent du temps. Et on ne peut pas faire cela sérieusement en 3 ans. Donc ça, c'est une raison sur des références internationales, une raison sur la capacité de nos étudiants à avoir ces 3 piliers. Et enfin, pourquoi ne pas le faire en 5 ans finalement? Tout simplement parce que on ne veut pas emprisonner nos étudiants dans un système qui, dès le départ, cadenasse leur choix. Lorsque nos étudiants, à l'issue de leurs 4 années d'études, se posent la question de l'après, ils peuvent se poser la question de l'après en termes professionnalisants ou en termes d'ajout de spécialisation. Et ces spécialisations, elles peuvent se faire évidemment à l'intérieur de l'EDEC, mais elles peuvent se faire également en recherchant une meilleure expertise ailleurs. Et donc, c'est aussi un schéma souple. Alors, de fait, on a bien compris pourquoi vous restez sur ce format original. Et on a plusieurs questions que je regroupe pour vous demander fondamentalement, finalement, quelle est la différence entre le programme EDEC Grande École, celui qui se fait en 3 ans après une prépa, classiquement, ou bien sur une mission parallèle, et finalement votre programme en 4 ans, surtout si on peut le poursuivre avec une 5e année. Je crois que la différence, c'est une différence, un cours de comptabilité à l'EDEC, qu'il soit fait pour des étudiants qui sont dans le programme post-bac, dans le BBA, ou qui sont dans le programme Grande École, a les mêmes objectifs. La méthode pédagogique va être différente. Et ce qui va faire la différence entre ces 2 programmes, c'est la façon dont on va aller, pour les étudiants du post-bac, du concret vers le concept. C'est-à-dire qu'on va commencer par des mises en application et on va remonter vers le conceptuel. Dans un programme grande école classique, où l'on sort d'une classe préparatoire, où on est préparé à absorber plus vite, plus fort les concepts et seulement ensuite la mise en application. Et donc, c'est une pédagogie inversée. Ce qui va faire la différence entre les deux, ce n'est pas tellement l'objet du cours, mais c'est le format du cours.
Alors, rappelons que le BBA EDHEC est intégré au sein d'un concours, qui est le concours PASS, où vous avez un autre BBA, qui est celui de l'INSEC. Et on vous demande quelle est la différence finalement entre vos formations, puisqu'elles sont accessibles par le même concours. C'est toujours difficile de parler des formations concurrentes et amies, puisqu'on est dans le même concours. Ce que je peux mettre en avant, c'est les spécificités du BBA EDHEC. Je crois qu'on a pour ambition d'avoir une pédagogie très axée sur l'action. Une pédagogie où dès la première année, dès le premier jour, on commence par un business game, où ensuite on va travailler sur un mode projet dès la première année, mener un projet, et ce qui va mettre chez nos étudiants une fibre entrepreneuriale. Et je crois que le point clé, hormis la puissance de la marque EDHEC, c'est d'avoir cette spécificité entrepreneuriale pour nos étudiants. Ça ne veut pas dire que tous nos étudiants ont vocation à créer une entreprise en sortant de l'école, mais ça veut dire que tous nos étudiants vont se reconnaître dans une démarche proactive où la pédagogie par projet, la pédagogie sur du concret va être très très forte. Et c'est en cela qu'on va peut-être se distinguer du BBA de l'INSEC. Question d'Anastasia qui vous dit, est-il possible de candidater via le concours PASS? Mais oui. Et elle vous demande, est-ce qu'on peut aussi candidater par dossier? Alors, quelle serait cette candidature par dossier? Alors, la lecture de l'EDHEC là-dessus est assez novatrice, je crois. Ça a été de se dire, finalement, quand on fait un concours classique, comme le concours PASS, les très bons élèves de classe de première terminale réussissent le concours. C'est à la marge, ultra rarement que finalement un candidat qui était bon au lycée rate ses concours. Et donc, pourquoi embêter un élève de terminale qui est un bon élève, qui réussit très bien sa formation par un concours? Donc, on dispense ces élèves-là du concours en les admettant sur dossier. Alors, quels sont les critères? Alors, les critères, c'est les bons résultats au lycée. Alors, les bons résultats en classe de première, oui, en classe de terminale, sur le bac anticipé. Mais c'est quoi un bon résultat? Parce que ça peut être très variable. C'est très variable d'un lycée à l'autre. Oui. Alors c'est vrai qu'on est plutôt sur des moyennes autour de 14, mais il y a des lycées qui ont des politiques de notation sévères. Ça fait 25 ans que les SPEM existent et que le BBA EDHEC existe finalement. Donc on a une bonne expérience des lycées français. On en connaît beaucoup, en tout cas on connaît bien tous les bons. Oui. Et donc on fait des péréquations autour de cela pour aussi tenir compte des différences de notation. Mais il y a quand même des indicateurs avancés. Quand on a eu de très bonnes notes au bac anticipé, ça nous met en tranquillité. Et cette admission sur dossier qui se décide finalement avant l'obtention du bac nous donne raison, puisque ces élèves qu'on admet sur dossier ont tous eu, puisque ça fait déjà la 3e année qu'on fonctionne sur ce principe-là, mention bien ou très bien au bac. Donc on ne se trompe pas. Alors Anaïs qui vous dit, je tourne autour de 14 de moyenne, je suis investi dans la vie associative, voilà, est-ce que j'ai un bon profil pour le dossier? Ça va dépendre fondamentalement de son lycée. Oui, ça dépend de son lycée, évidemment. Mais il y a d'autres critères que l'on prend en compte. On demande aussi des recommandations des professeurs. Donc on va lire aussi sur les bulletins les appréciations. On va également prendre en compte le niveau d'anglais. On va valider dans le cadre de la notation du lycée, mais également par des tests extérieurs. On a des jeunes de terminale qui ont pris le test de l'IELTS, de Cambridge, ou le TOEIC ou le TOEFL. Donc on prend aussi en compte ces éléments. Alors on va revenir sur les différences éventuelles entre les campus de Lille et de Nice, puisque Paul vous demande, Lille ou Nice, c'est quoi la différence? Alors je rajouterai à cela, comment ça se passe au moment, comment choisit-on finalement l'une des deux villes? Au départ, au moment où on candidate, on choisit son campus, sachant que le principe, c'est que c'est 2 campus, mais une école. C'est une école, ce qui signifie que sur toute la première partie de la scolarité, c'est strictement identique. La première, deuxième et troisième année sont identiques à Lille et à Nice. Donc, choisir l'un plutôt que l'autre, ça va faire référence à
pour le candidat une zone géographique plus pratique pour pouvoir regagner sa famille le week-end, pour pouvoir se faire héberger, des choses comme cela. Sur la 4e année, il y a une différence. Puisqu'on utilise notre taille, le BBA EDHEC, je crois, est le plus gros programme post-bac de France. On recrute en tout 700 étudiants par an. Et donc, ça nous permet d'avoir des spécialisations plus importantes en nombre. On en a 14 en tout. Parce qu'on a un grand nombre d'étudiants et ça donne une lisibilité aux entreprises de nos spécialisations. Donc c'est au niveau de la 4e année qu'on pourra, si on le souhaite, aller sur une spécialisation qui ne serait pas présente sur le campus sur lequel on était au départ. Donc on peut changer de campus très librement changer de campus. Il y a une deuxième différence, c'est l'apprentissage qui ne se pratique qu'à Lille sur la 3e et 4e année. Alors comment ça se passe l'apprentissage ? Alors l'apprentissage, c'est une formule fantastique pour les étudiants qui y sont. Fantastique parce qu'elle permet aux apprentis d'avoir une grande expérience entreprise, puisque pendant 2 ans, à raison de 3 semaines par mois, on est en entreprise. Donc c'est un rythme, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, ce qui permet de faire des retours d'expérience 1 fois par mois, partager avec les autres camarades qui sont en apprentissage, avec ses enseignants. Et d'ailleurs, on est sur une pédagogie un peu différente encore. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça donne aux candidats une petite autonomie financière et c'est évidemment l'entreprise qui finance la scolarité de ses apprentis. Et donc, il y a aussi là un avantage non négligeable pour l'apprenti. Et on peut donc faire les 2 années consécutivement en alternance. Exactement, sur la 3e et 4e année. Pas trop de difficultés pour trouver une entreprise d'accueil ? On a une structure, hein, c'est le Student Career Center, qui est chez nous notre service de stage, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent dans les écoles, mais chez nous, il a une spécificité, c'est qu'il développe une palette de services qui est très très étoffée, puisqu'on a à l'EDHEC une relation entreprise qui est forte, une qualité de relation entreprise qui est forte, et ce qui nous permet d'avoir assez facilement des contrats d'apprentissage. Il y a une grosse différence de taille entre le campus de Lille et de Nice ? Oui, Lille a un campus un peu plus fort. On a des promos d'un peu plus de 400 élèves en première année. Sur Nice, ils sont un petit peu moins de 300. Ça tient au bassin géographique respectif de nos écoles et il faut, voilà, c'est la seule différence entre les deux. Ewa vous demande si on peut travailler dans la finance avec un BBA ou est-ce qu'il faut poursuivre sur un master ? Ça dépend quel métier on veut faire. Mais évidemment, en finance, on a une spécialisation finance en 3e année, en 4e année. Quand on cumule la 3e et 4e année, ça fait 300 heures de spécialisation finance qui évidemment sont entamées en premier cycle, puisque le premier cycle, sur la 1re et 2e année, on va retrouver des enseignements de comptabilité, de finance, mais qui sont dans le tronc commun, qui sont obligatoires pour tous les étudiants. Et c'est sur le 2e cycle qu'on va pouvoir se spécialiser. Donc avec ces 300 heures de spécialisation, soit en finance, soit en audit, en 3e année, et en 4e année, on va retrouver direction financière, banque, assurance, gestion patrimoine. Et donc, on va pouvoir aller sur ces métiers-là. Et si on estime, par rapport au métier que l'on veut pratiquer, qu'il faut un supplément d'âme, un supplément d'expérience, on peut le faire soit à l'intérieur de l'EDHEC, et l'EDHEC, sur son MSc en finance, c'est quand même 3e au classement mondial, fait par le Financial Times. Donc c'est une belle formation de qualité, soit à l'extérieur. Joseph, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre. Joseph vous dit « Bonsoir, je suis inscrit dans un lycée public algérien. J'ai entre 11 et 12 de moyenne. J'ai occupé plusieurs travaux saisonniers. Je suis très investi dans la vie associative. Ai-je mes chances d'être admis ?» Difficile de répondre. C'est compliqué de répondre, qu'il envoie son dossier et on l'examinera avec attention. Là, pas de réponse. Compliqué pour moi. Compliqué. Daisy, bonjour, je suis en terminale S. Est-ce dérangeant pour intégrer votre école qui est plutôt tournée vers le commerce ? A priori, non.
Ça, c'est une grande question classique. Je veux rassurer les internautes sur ce point. Ce qu'ils regardent souvent, c'est les statistiques. Vous savez, vous avez une population qui passe le concours et une population qui rentre dans l'école, et ils se rendent compte que, bon, bah, finalement, grosso modo, hein, les grandes tranches, c'est 60% de bac ES, 30% de bac S et 10% de bac L et STG. Et ils se disent, bon, bah, finalement, s'il n'y en a que 30% ou que 10%, c'est que c'est plus dur d'entrer. Non, on vient avec des forces et des faiblesses en fonction du bac. Un bac S réussira très bien et le bac n'est pas discriminant sur la réussite dans les études, dans le BBA. Évidemment, en venant d'un bac S, il y a des enseignements sur lesquels on va être plus à l'aise. Je pense à un cours de statistique ou de mathématiques financières. Mais sur d'autres enseignements, on risque d'être un petit peu plus en retrait peut-être. Mais ça, il faut le travailler pour le compenser. De fait, vous répondez à la question de Gabriel. Bac S, ES, STMG, il est mieux de venir d'où en fait Et mieux devenir très travailleur et très motivé. Et dans tous les cas, on réussira. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais Élise nous le rappelle, c'est l'internationalisation. Donc, qu'Élise aborde à travers le sujet des campus à l'étranger. Elle vous demande si vous avez des campus à l'étranger, puisque c'est quand même aussi la grande mode actuellement dans les écoles de management d'avoir des campus à l'étranger. Et elle se déclare très intéressée par faire des études en Chine. Alors, vous lui répondez quoi sur les études en Chine, notamment? On a des partenaires en Chine. Je crois que les études à l'international, c'est évidemment quelque chose d'important et pour nos étudiants, il y a des possibilités de partir en deuxième année, en troisième année, pour un semestre, pour un an, sur du simple échange académique, sur du double diplôme, sur des programmes construits par des partenaires aussi. On a des programmes particuliers. Donc je l'invite à nous rejoindre, elle pourra aller en Chine, elle pourra le faire aussi dans le cadre de ses stages en entreprise, puisque j'ai un grand nombre d'étudiants qui profitent de leur échange académique pour prolonger l'expérience d'un semestre supplémentaire et de faire un stage dans le pays en question. Et puis sur l'EDEC, est un campus international. Nous avons 87 nationalités représentées sur notre campus. Rien que sur le campus de Lille, je n'ai pas les chiffres pour Nice, mais c'est à peu près du même ordre d'idée. On a en présentiel sur notre campus 3000 étudiants, et il y en a presque 1 millier qui sont des étudiants internationaux. Donc l'international, on va le vivre dès le début. Alors puisque vous parlez du campus, comment se passe le mélange sur le campus entre les étudiants internationaux certes, mais aussi avec les étudiants du programme grande école? C'est une mixité permanente ou bien chacun est dans ses salles de cours, dans ses bâtiments et finalement le mélange se fait peu? Il y a du mélange et oui et non. C'est un bâtiment unique, on ne distingue pas les étudiants. Très sincèrement, c'est compliqué quand un étudiant vous dit bonjour de savoir s'il est dans le BBA ou programme master. Ça peut se voir chez les plus vieux éventuellement par rapport aux plus jeunes. Non, c'est le même campus, c'est les mêmes profs, c'est les mêmes services, même s'ils déploient des gammes de services différentes en fonction de la population, parce que les besoins des étudiants ne sont pas forcément les mêmes, en fonction du moment où ils sont en termes de maturité de projet, de maturité d'âge, de niveau de formation. Mais tout cela est mélangé. Après, il y a dans la vie étudiante de la vie étudiante qui est spécifique au bachelor, de la vie étudiante qui est spécifique au master, puisque les étudiants aiment aussi se retrouver sur des identités de programme. Alors il y a une question assez précise de Faust qui vous dit: que se passe-t-il si on est admis ou si on est pris sur la liste complémentaire? C'est pas ce que je lui souhaite. Si on est pris sur liste complémentaire, il faut attendre que ceux qui étaient pris sur liste principale disent finalement je ne prends pas cette école. Ça arrive, c'est les concours. On vous demande quelle est la part de l'anglais dans vos programmes. Elle est importante. Alors, évidemment, nous recrutons des élèves qui sortent de terminale, donc nous connaissons bien le niveau d'un élève moyen ou moyen plus de classe de terminale. Il n'est évidemment pas bilingue.
Il n'a encore jamais suivi ses cours en langue anglaise, donc on va fonctionner de façon progressive pour l'amener à être capable d'abord d'aller étudier à l'étranger. On peut le faire, je le rappelle, dès la 2e année. Et en 3e et 4e année, on a des parcours entièrement en anglais. Donc on peut suivre dès la 2e année son échange académique sur un parcours anglophone et faire 3e et 4e année tout en anglais. Donc on peut mettre la dose assez forte. Mélanie vous demande si vous avez des accords de double diplôme, et je rajouterai une question. Vos doubles diplômes ou vos accords de partenariat peuvent-ils être différents selon qu'on soit sur le campus de Lille ou Nice, ou bien c'est les accords de l'école? C'est les accords du programme, donc ils sont identiques pour les 2 campus. On n'a pas plus de chances de partir sur un double diplôme ou sur un programme quand on est sur un campus plutôt que l'autre. On a des doubles diplômes, on en a avec l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, enfin je ne vais pas tous les citer. Ce sont des parcours en 1 an, donc là c'est une spécificité. Et c'est des parcours exigeants pour nos étudiants, mais nous aimons cette exigence puisque ça oblige l'étudiant à suivre exactement les mêmes cours que les étudiants locaux, dans les mêmes conditions et dans les mêmes conditions de difficulté et de réussite. Et donc ce sont des beaux parcours, et si Mélanie veut nous rejoindre, qu'elle s'inscrive sur ces parcours-là, elle en sera heureuse. Tout à l'heure, vous avez évoqué comme différence avec le campus de Nice le fait que vous ayez de l'apprentissage, et vous avez évoqué des spécialités. Alors je ne sais plus si elles sont en 3e ou en 4e année, et on vous demande si vous pouvez les préciser. Alors, on fonctionne en 2 étapes sur les spécialisations. En 3e année, on est sur, je dirais, les spécialisations plus fonctionnelles. Donc on va retrouver une spécialisation en marketing, en finance, en audit, en RH, en entrepreneuriat, parce que ça c'est une donnée forte de l'EDEC, et une spécialisation qu'on appelle International Business Track, et du développement international des entreprises. Et en 4e année, on va ajouter à cette spécialisation une couche sectorielle. Donc on va l'appliquer à la banque, à l'audit, à la gestion de patrimoine, à la mode et au design, au luxe, au tourisme, au e-commerce, à l'achat et supply chain management. Et j'en oublie puisqu'on a 14 spécialisations et je les ai citées un peu dans les ordres. Donc en 2 temps, premier temps plus fonctionnel, et quand l'étudiant a un peu mieux compris de quoi il s'agissait, il peut aller se spécialiser. Je n'ai pas cité le retail management par exemple, qu'on fait également. Alors, Kat vous demande quels sont les avantages et inconvénients de votre BBA par rapport à celui, alors qu'on se rappelle, avec d'une autre école parisienne qui figure effectivement dans les classements toujours en tête ou dans les premiers. C'est toujours compliqué ces questions, oui, de parce différencier que une école par rapport à une autre. Je connais bien ces écoles, je crois voir de quelle école il s'agit. Et moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler des autres écoles. Non, mais ce qui fait votre force, finalement, votre différence. Je crois que vraiment, ce qui est fort dans le BBS, c'est cette pédagogie inversée et cette pédagogie par l'action. C'est-à-dire on va du concret vers le conceptuel. Et on mène nos étudiants tout de suite dans des projets, dans des actions, et on les plonge un peu dans le bain. Alors il y a des maîtres nageurs tout autour de la piscine, et on sait que nos étudiants ne savent pas nager, mais on est là, on veille, et on va les aider petit à petit à apprendre. Alors justement, ça a un petit rapport. Sophie vous demande si on est un peu faible dans une matière, sommes-nous aidés ? Oui, il existe des systèmes d'aide, d'ailleurs montés aussi par les étudiants. On a un système de coaching qui est mis en place et qui permet à des étudiants qui sont plus à l'aise d'aller expliquer à des étudiants plus faibles. Et puis, on fait un certain nombre de cours aussi de rattrapage organisés par le corps professoral qui, cette fois-ci, peut proposer des séances supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Blackboard, sur laquelle on a énormément de contenu, du contenu qui permet aux étudiants d'aller puiser le cours, d'aller repuiser des exercices, des corrigés d'exercices, des QCM. C'est très très riche.
J'aurais dû préparer cette question puisque je ne me souviens plus du chiffre, mais mon collègue qui gère cela, à qui je déjeunais il n'y a pas longtemps, me disait que je crois qu'on a consulté depuis le début septembre 3 millions de pages. Oui, c'est assez conséquent. Sur l'ensemble des programmes de l'EDEC, mais on a vraiment un contenu très très riche. Et donc les étudiants puisent beaucoup là-dedans également pour s'aider. Alors, pour intégrer le campus de Lille ou Nice, il faut déjà réussir le concours PASS. Et là, j'ai une rafale de 3 questions en même temps sur les épreuves du concours PASS. Donc, Louisa qui vous demande quelles sont les épreuves du concours PASS. Claude qui vous demande vos conseils pour réussir les épreuves. Et Jen qui nous dit, pouvez-vous nous parler des épreuves d'admission et des oraux? Alors, je vais commencer par la dernière, si vous voulez bien. On a des épreuves d'admissibilité et des oraux. Mais une spécificité du concours PASS, c'est que tout se déroule sur la même journée. On passe ses écrits, ses oraux le même jour. Et c'est en fonction des résultats que l'on va capitaliser ou pas les oraux. Là-dessus, je les renvoie sur le site du concours PASS, puisque tout est expliqué. Mais le principe du concours, il est somme toute assez simple. On va mesurer plusieurs choses. D'abord, sur les écrits, il y a des tests de logique et des tests de culture générale et économique. Donc là, ce qu'on attend, c'est de mesurer un petit peu comment la tête de nos candidats est faite. Ensuite, il y a une épreuve d'actualité économique où l'on va demander aux candidats de choisir parmi 3 sujets d'actualité économique celui qu'il voudra développer devant un jury à l'oral. Donc on lui laisse une demi-heure pour se préparer et ensuite il vient présenter son petit exposé sur le sujet d'actualité économique qu'il a préparé. Il y a ensuite un entretien de motivation et enfin des épreuves de langue, anglais évidemment, plus une ELV2. Ensuite, la question de la préparation au concours. Un concours, ça se prépare, évidemment, puisque si on veut optimiser ses chances de réussir, il faut évidemment se préparer. Il faut d'abord se procurer les annales. Je crois que c'est le premier des exercices à faire, c'est de travailler à partir des annales. Nous organisons sur nos 2 campus des sessions de préparation au concours, où l'on va finalement mettre le candidat en confiance sur les épreuves, bien expliquer ce qu'on attend. Et les pièges à éviter, non pas sur les questions qu'on fournit à l'avance, c'est un concours, donc on respecte le principe du concours, mais aider les jeunes, puisque ce sont des élèves de terminale qui ne sont pas rompus à tout cela, à ne pas tomber dans certains pièges. Je commenterai uniquement sur l'entretien de motivation, parce que c'est un élément clé du processus. Le conseil que je peux donner aux internautes, c'est il y a une pub, je crois que c'est McDonald's qui dit ça, venez comme vous êtes. Donc, venez comme vous êtes. Soyez naturel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler l'entretien de motivation, mais il ne faut certainement pas s'inventer un personnage. Mais je vous pose la question que pose Youssef, mais je vous la livre telle qu'elle est posée. Les étrangers sont-ils bien accueillis? Oui. Bon. Tout à l'heure, j'indiquais, on a 87 nationalités présentes sur le campus et la moitié du corps professoral permanent de l'EDEC sont des profs internationaux. Donc voilà, c'est un grand mélange et c'est très agréable de vivre dans ces conditions. Alors, on en revient justement aux 2 campus, Lille-Nice. On a bien compris qu'à Lille, vous aviez de l'apprentissage et des spécialisations. Mais au fond, est-ce que ce sont 2 écoles différentes? Est-ce que les étudiants communiquent entre eux? À quel moment, est-ce qu'il y a un moment où les étudiants des campus de Lille et de Nice se retrouvent? Ou alors c'est finalement le passage d'un campus à l'autre qui peut se faire au sein de la 3e, 4e année qui crée C'est par ce passage-là qu'il y a du mouvement et on a une compétition de fin d'année qui est un jeu d'entreprise. En fait, il y a des jeux d'entreprise au premier jour de la première année. On commence par ça le premier jour et on termine par ça le dernier jour, en 4e année. Et donc, sur ce business game de 4e année, c'est une compétition intercampus, effectivement. Alors, puisque vous parlez de business game, Jean vous demande, pouvez-vous nous parler de la vie associative? Est-elle différente entre Lille et Nice?
Elle est fondamentalement identique sur ses principes. D'abord, le premier principe, c'est un principe d'engagement et de responsabilité. C'est-à-dire que la vie associative est très encadrée à l'EDEC, très encadrée dans le BBA, de façon à ce que l'on accompagne nos étudiants à transformer une énergie qu'ils ont, puisqu'ils veulent s'engager dans la vie associative. C'est une initiative qui part d'eux, et il faut que ça se fasse bien, c'est-à-dire que nos étudiants comprennent lorsqu'ils organisent un événement, que ce soit culturel, artistique, sportif, festif, qu'il y a une responsabilité derrière tout cela. Et donc cet engagement et cette responsabilité sont très marqués chez nous. Après, évidemment, les territoires respectifs, Lille et Nice, peuvent faire qu'il y a des associations différentes, mais les principes sont les mêmes. Alors Gabriel me rappelle que je n'ai pas posé la question qu'il pose 2 fois de suite. Si je peux enchaîner sur un master, mes études dureront donc 6 ans. Y a-t-il un concours pour intégrer le master après le BBA? Alors, les schémas à la sortie du BBA, il y en a 3. Il y a 3 possibles. Je dirais le 4 plus l'entrée sur le marché du travail. Alors ça représente combien d'étudiants? Ça, un peu moins de 40%. Et c'est vrai que tous les ans, cette statistique se tasse un petit peu, tout simplement parce que il y a une forte pression des familles, plus que des entreprises d'ailleurs, pour être sur le format en master en 5 ans. Et les étudiants qui trouvent leur stage de fin d'études à l'étranger sont les plus nombreux à entrer sur le marché du travail, tout simplement parce que les entreprises dans lesquelles ils sont leur proposent assez souvent un job en continuité du stage qui correspond à leurs attentes et où le statut cadre n'est pas si important que cela. D'abord parce qu'il n'existe pas à l'international, c'est très français. Mais c'est vrai que dans une problématique plus franco-française, nos étudiants ont tendance à poursuivre. S'ils poursuivent, le bachelor de l'EDEC, le BBA, est un bachelor en 4 ans qui donne l'équivalence M1. C'est-à-dire que de droit, on peut rentrer en Master 2 à l'université ou dans les masters spécialisés des grandes écoles de commerce. Donc, dans ce cas-là, on fait 4+1. D'accord, donc après, les gens ne fera pas 6 ans. Il peut faire 6 ans s'il choisit de rentrer dans le Master in Management, le programme grande école de l'EDEC. Et à ce moment-là, on lui fera faire 2 années. Et donc, voilà, selon les aspirations de nos étudiants, on peut faire 4 ans d'études, 4 ans plus 1 année ou 4 ans plus 2 années en fonction de son projet personnel. Vous nous disiez tout à l'heure qu'une des spécificités du campus de Lille, et certainement une des plus importantes, c'était votre capacité à accueillir des alternances qui pouvaient se faire sur les 2 ans. Est-ce que ça concerne beaucoup d'étudiants? Est-ce que vous êtes restrictif sur cette notion d'alternance? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de dérogatoire? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous favorisez? On le favorise très clairement parce que c'est un accélérateur fantastique pour nos étudiants de maturité professionnelle. Donc c'est un vrai choix de notre part de le favoriser. Ensuite, quand on rentre en apprentissage, il faut rentrer en apprentissage avec un projet solide. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre son apprentissage, on s'engage pour 2 années de suite dans la même entreprise, sur des missions que l'on veut évidemment évolutives, mais qui sont de même nature. Donc si on veut faire une mission en RH, ou une mission en contrôle de gestion, une mission commerciale, une mission marketing, il ne faut pas se rendre compte au bout de 6 mois que finalement ce n'est pas ce que l'on veut. Et donc ça s'adresse quand même à des étudiants qui en fin de 2e année ont déjà un vrai projet très solide. Mais dès lors que ce projet est solide, nous, on accompagne ce projet et on aide nos apprentis, enfin nos candidats à l'apprentissage à trouver une entreprise. Dans certains cas, ça peut presque être un pré-recrutement? Très clairement, pour un certain nombre d'entreprises, c'est l'objectif. Moi, je garde volontairement je suis tuteur de quelques apprentis pour aller visiter quelques apprentis et à chaque fois, les entreprises ont en tête l'idée d'un pré-recrutement. Ce qui est suivi des faits pour certains apprentis, mais
on a des apprentis qui décident de poursuivre sur un master, bien souvent sur un format d'apprentissage également, et très souvent dans la même entreprise. Philippe revient sur la notion d'admis sur dossier. Est-ce que cela représente beaucoup d'admis? Il vous demande le nombre. L'objectif pour nous, c'est un quart de nos recrutements par dossier. Donc voilà, moi j'ai 400 élèves en première année, donc je vais recruter une centaine d'étudiants par l'admission sur dossier. Bernard vous demande si vous aidez pour la recherche des stages. Oui, oui, c'est un dispositif qui s'étale sur les 4 années. C'est-à-dire que dès la première année et jusqu'en 4e année, notre service Relations Entreprises, le Career Center, le Student Career Center, comme nous l'appelons à l'EDEC, va aider nos étudiants. Alors, va les aider de différentes façons. D'abord, en apprenant à rédiger un CV, une lettre de motivation, on ne sait pas le faire quand on sort de terminale. Ensuite, en présentant les métiers. Donc il y a des journées métiers marketing, finance, etc., qui sont RH, qui sont présentées à nos étudiants dès la première année. On a des rencontres avec des professionnels, on a des séances de coaching, et l'on va aider comme cela, petit à petit, nos étudiants à accoucher petit à petit d'un projet professionnel. Et donc les stages ont une grande importance puisqu'on retrouve un stage en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et donc chaque année, on revoit le dispositif pour accompagner l'étudiant. Frédéric Beaumont, peut-être une dernière question avant de conclure ce live. En termes de métier, est-ce que le BBA EDEC forme des métiers vraiment très différents de ceux que l'on peut avoir avec le master grande école ou inversement? Enfin, est-ce qu'il y a des métiers spécifiques auxquels on peut prétendre ou au contraire qui ne seraient pas possibles par rapport à l'enseignement d'une grande école en management? Ça dépend du degré de technicité du métier. C'est évident que sur certains métiers de la finance, si on ne passe pas par un master, on va être en difficulté parce qu'on n'a pas encore tout à fait tout le bagage. Je dirais que oui, il y a des différences, évidemment. C'est d'autant plus vrai que l'entreprise est grande et structurée. C'est certainement moins vrai dans les grandes PME ou les PME. Et ce qui fera de toute façon la différence dans la carrière des diplômés, c'est aussi tous les savoir-être. On n'a pas évoqué les soft skills dans cette interview, mais c'est vrai qu'on a un gros travail avec nos étudiants, justement par cette pédagogie pour l'action, pour faire en sorte d'avoir des jeunes diplômés très proactifs, très autonomes, très responsables. Et quand on regarde l'annuaire des diplômés du BBA, anciennement ESPEM, eh bien on se rend compte qu'on a de très très belles carrières chez nos diplômés, et ceci même s'ils se sont arrêtés après un Bac+4. Frédéric Beaumont, merci d'avoir répondu aux questions des internautes, et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines émissions sur Studyrama TV.